Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à JDS. C'est parti pour un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale au niveau du sport. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonsoir à Aimé Tchétché. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Très bien, merci. Roméo Koulibaly est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Et ensemble, nous allons dire bonsoir à M. Vianney Jean-Marie, qui est le président du comité d'organisation au niveau de la FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous allez super bien. Ça va bien. Alors, nous sommes dans la dynamique de l'organisation d'un événement majeur. Tout à fait. Au niveau donc, de la FIRAP, il s'agit de la rando verte. La rando verte, oui. Ouais, ça va super bien, l'organisation en ce moment? Tout baigne. Pour l'instant, oui. Alors, à quel niveau de l'organisation vous êtes concrètement? Alors, samedi dernier, déjà, nous étions au Banco pour le lancement des activités. Nous continuons de nous préparer pour que les choses aillent au mieux. Il faut dire que la rando verte aura lieu le 13 novembre. Ouais. Mais d'ici là, il y aura un certain nombre d'étapes que nous allons franchir pour y arriver. D'accord. Donc, nous sommes en préparatif. Alors, d'où est partie cette idée concrètement donc, de l'organisation d'un tel événement? Alors, nous disons qu'il faut faire du sport. Mais en même temps qu'il faut faire du sport, il faut ajouter à ce sport-là de l'air frais pour les poumons. Or, il n'y a pas à Abidjan un lieu aussi frais que le Banco, où nous avons la nature verte. Alors, nous invitons tout Abidjan à venir s'oxygéner en faisant du sport. C'est pour cela que nous avons choisi la rando verte. Et la rando verte se déroulera au Banco. Au Banco, hein. Un événement ouvert à tout le monde tout ou le monde, exclusivement réservé aux équipes? Non, tout le monde. Tout le monde, en ce sens qu'il y aura 3 types d'activités à cette rando verte. D'accord. Il y aura une randonnée pour tout citoyen, 7 km. D'accord. Suivi de fitness, de Zumba party, d'expo, vente, etc., etc. Et puis après maintenant, il y aura 2 parties en rando d'endurance, la compétition. Et cette rando d'endurance va se faire en 2 phases. Une phase pour les civils, 20 km, et une phase pour les corps armés, 40 km. Il s'agira d'aller chercher des indices que nous aurons dissimulés à travers la forêt et nous ramener ces indices-là à l'arrivée. Chacun doit trouver 5 indices et nous les ramener à l'arrivée. Si vous n'avez pas les 5 indices, vous êtes disqualifié. Et c'est une équipe. Si vous venez que l'équipe n'est pas au complet, votre arrivée n'est pas encore validée. Il faut que la 5e personne ou la dernière personne soit arrivée pour que votre arrivée soit validée. Donc, nous sommes en train d'initier un certain nombre de choses dans la population ivoirienne par rapport à la pratique de la randonnée pédestre. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va connaître un événement d'une telle envergure. Tout à fait. Au niveau de la randonnée pédestre. Tout à fait. Alors, tout à fait. Les conditions autour sont réunies? Absolument. Nous sommes avec les corps armés, nous sommes avec le ministère des Sports, nous sommes avec un certain nombre d'éléments pour nous accompagner. Il faut dire que nous sommes déjà allés 3 fois déjà au Banco. Ouais. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais cette année, comme c'est une activité de grandeur, nous avons sollicité tous les corps, les FDS, pour encadrer et nous suivre dans la forêt et nous faire sortir de la forêt. Le dire comme ça, c'est dire que vous attendez à peu près combien de personnes? Pour ceux qui étaient à la rando scolaire de Yopougon en 2018-2019, nous étions environ 10 000 personnes. Ça, c'était déjà à Yopougon complexe. Avec les élèves. Alors, vous imaginez, si tout le monde répond, nous allons avoisiner peut-être une vingtaine de mille de personnes. En tout cas, toutes ces personnes seront réunies dans la grande forêt du Banco. Et c'est la rando verte le 13 novembre prochain. Abidjan va être aux couleurs de ce premier événement sportif de randonnée pédestre en Côte d'Ivoire. Le lancement de la première édition de cette activité a eu lieu le samedi 25 septembre dernier dans le parc national du Banco. Les détails avec Aude Alegbe. Et je rappelle que le ministre des Sports y était. La rando verte qui a pour terme sport et nature au Banco vise à promouvoir la pratique régulière du sport et les bienfaits de la marche pour sensibiliser tout le monde sur la préservation de la nature. Pilotée par la présidente de la FIRAP, Marie-Laure Esson et son comité directeur, la rando verte s'étendra comme suit. 7 km
pour les officiels, 20 pour les ligues et 40 km pour les associations et groupements sportifs. J'ai choisi un cadre pour le lancement et l'organisation de la randonnée verte d'Abidjan qui n'est pas fortuite puisqu'elle parle du bien-être. La randonnée verte d'Abidjan, c'est un concept que nous comptons mettre sur pied afin de motiver l'intérêt de la société civile, des corps armés et principalement celle de la jeunesse ivoirienne. Une initiative saluée par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danhaut. La randonnée verte sera une belle occasion de répondre et d'envoyer un signal fort à l'ensemble des Ivoiriens. C'est pourquoi non seulement cela sera organisé sous l'égide du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, mais le Premier ministre lui-même, chef de gouvernement, assurera le patronage, le parrainage et assurera une présence personnelle et physique avec l'ensemble des membres du gouvernement. La présélection des athlètes repartis en 10 équipes de 5 personnes se fera le 31 octobre 2021. Et voilà donc Roméo Koulibaly, il a annoncé, et ça fait plaisir de voir le premier patron du sport totalement acquis à la cause de cet événement. Voilà, le bien-être des Ivoiriens passe également par une pratique assidue du sport. Et la randonnée pédestre est le truchement nécessaire pour arriver à ce bien-être-là. Donc voir le ministre des Sports accompagner cette nouvelle discipline, c'est à féliciter. Alors, il promet naturellement une participation effective et une présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Achi, parrain et patron de cette rando verte. Oui, on le sait, on ne le dira jamais assez, que le sport est un facteur déterminant dans le comportement d'un être humain. Et donc, les autorités ivoiriennes l'ayant pris à ce degré-là, font tout pour accompagner le FIRAP. La FIRAP, la fédération de la FIRAP. Et donc, c'est très, très important de voir que et le ministre des Sports et le Premier ministre, le chef du gouvernement, seront à ce rendez-vous. La présidente Marie-Laure Esson était un peu inquiète, mais là, on pourra dire que vous avez la chance de voir monsieur le ministre des Sports totalement impliqué. Limite, c'est votre ambassadeur. En fait, il faut le saluer. Et j'invite toute la Côte d'Ivoire à lui dire merci de notre part parce que voici un monsieur qui nous a suivis depuis les débuts et qui continue de nous accompagner. Et ce qu'il vient d'annoncer là, j'avoue que c'est ce samedi seulement qu'il nous l'a dit. Parce que nous faisions notre affaire sans y penser. Samedi seulement, il nous a dit, vraiment, je vous accompagne, mais mieux que vous accompagner, je vais vous envoyer tout le gouvernement. Il n'y a pas autre manière de lui dire merci. Aidez-nous à lui dire merci. En tout cas, grand merci à vous, monsieur le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive. C'est une chance pour la FIRAP que d'avoir un ambassadeur de votre trempe, mais aussi en même temps, on va dire que vous êtes de sacrés védards parce que pour une première édition, avoir l'ensemble des membres du gouvernement, sinon une grande partie, ce serait une chose à gérer aussi. Alors, comment comptez-vous mettre tout en place pour que ce soit bien? Bon, j'allais dire que ce n'est pas la première fois pour nous. Tout le gouvernement, c'est vrai que ça va être la première, mais on a déjà eu des activités au cours desquelles des membres du gouvernement ont déjà participé. Donc, nous sommes déjà connus au niveau du gouvernement. D'accord. C'est la première fois que tout le gouvernement, et y compris son chef, va venir avec nous. Sinon, nous avons déjà côtoyé le gouvernement et ça s'est bien passé. Donc, je pense que nous allons continuer sur cette lancée-là et ça va bien se passer. Alors, il y a un grand programme. Avant même d'en arriver au 13 novembre, vous aurez une section de présélection, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Les présélections vont se faire le 13 octobre. D'accord. 13 octobre déjà. Nous aurons les présélections pour que les gens puissent savoir comment fonctionner. Non, le 31 octobre, pardon. Pour que les équipes puissent se constituer et puis sélectionner celles qui vont pouvoir compétir. Alors, est-ce que les équipes viendront des ligues déjà installées partout en Côte d'Ivoire ou vous allez reconstituer de nouvelles équipes? Non, pour l'instant, nous nous sommes limités à Abidjan et environ. D'accord. Pour faire la première expérience. Mais tous les corps armés sont invités à participer avec leur équipe. Il faut dire que c'est des équipes de 5 personnes qui vont compétir. Donc, le 31 déjà, nous allons faire la présélection et puis donner les consignes pour qu'ils partent se préparer
en vue de la compétition du 13 novembre. D'accord. Et là, tout de suite, si vous avez un appel à lancer, quelles sont les conditions de participation à cette rando verte? Concrètement, qu'est-ce que vous direz donc aux populations? Alors, je voudrais d'abord inviter tout Abidjan et les environs d'Abidjan à venir y participer parce que c'est pour la santé. Qui dit santé dit bien-être et c'est l'occasion la plus indiquée pour y participer. D'accord. Maintenant, pour les conditions, nous avons 2 catégories, c'est-à-dire les seniors de 20 à 44 ans. Nous avons les vétérans de 45 à 55 ans. Ensuite, j'ai déjà dit qu'il y aura 2 types de compétitions, 20 km pour les civils et les gars de ligue et 40 km pour les FDS. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on va Alors, évoluer. où est-ce qu'on peut s'inscrire? Quels sont les numéros auxquels on peut vous joindre? Alors, parce que si tout le monde est intéressé, où est-ce qu'il faut y aller directement au Banco? Pour ceux qui n'auront pas pu s'inscrire, ils viennent directement au Banco le 31 octobre. Mais sinon, nous avons des numéros auxquels on peut appeler pour s'inscrire. Mais vous prenez déjà le numéro de Madame la Présidente, ça je peux au moins le dire. Oui. 07 2 fois. Oui, 07 07 33 66 31. D'accord. 07 33 66 31. C'est le numéro donc de la présidente pour avoir toutes les informations sur cette rando verte. Grand rendez-vous sportif au niveau donc de la randonnée pédestre qui va rassembler, on dira, une grande partie d'Abidjan au cœur du parc national du Banco. C'est le 13 novembre prochain. Mais avant, il y aura une présélection qui va être faite donc le 31 octobre, plus précisément à 7h. À 7h, c'est toujours au Banco. À partir de 7h au Banco. D'accord, okay, c'est très très important. L'objectif est de faire en sorte que le sport rentre donc dans nos habitudes, promouvoir également les bienfaits de la marche sportive, la rando verte ouverte au public ou à tous les clubs, il faudra le dire. Et après la journée donc du samedi au Banco, le dimanche 26 septembre 2021, la présidente de la FIRAP, Essam Marie-Laure, a procédé à l'investiture de 4 délégués de secteur dans la Ligue de Yopougon. C'était au complexe sportif Jesse Jackson. Parti du complexe Jesse Jackson en passant par la rue Princesse, pour revenir au complexe, les randonneurs se sont donnés à cœur joie à ce qu'ils savent faire le mieux, la marche, sur une distance de 5 km. C'est après cette marche sportive que la présidente a investi les 4 délégués, une femme et 3 hommes que sont Kissiamoa Angèle, qui s'occupera du secteur du complexe et alentour, Ouattara Abou du secteur Nyangon, Dandokwa et alentour, Kantayao Jules et Shérif Drissa, eux, s'occuperont des secteurs de Mikao et alentour. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Sakanoko Sungbe, directrice du sport pour tous, représentant le ministre en charge des sports. Au nom des délégués investis, Ouattara Abou s'est prononcé. Nous mesurons un peu l'ampleur, la tâche, l'étendue du travail à faire et je pense qu'on ne va pas décevoir. Vraiment, on ne va pas décevoir. Pour le président de la Ligue de Yopougon, Bakayoko Adama, cette investiture a pour but de mobiliser plusieurs randonneurs dans tous les secteurs de Yopougon afin de rapprocher le sport vers les populations. Des diplômes d'honneur ont été remis aux délégués par la présidente de la FIRAP, Essam Marie-Laure, afin de les encourager pour bien mener leur mission de randonneurs. Aujourd'hui, on dira donc que plusieurs ligues sont installées. Il y a plusieurs présidents également qui sont à la tâche. Alors, quelles sont concrètement les tâches ou les missions assignées à ces présidents-là? Alors, les présidents, c'est un peu le relais de la présidente au niveau des régions. Et à ce jour, nous avons 88 ligues déjà installées et fonctionnelles. D'accord. Maintenant, pour mieux faire, nous avons décidé d'aller vers les secteurs pour alléger la tâche aux différents présidents. Comment est-ce qu'ils sont choisis et désignés? Alors, c'est le président de ligue qui nous dira telle personne peut me gérer tel secteur, tel secteur, tel secteur. Et nous, nous venons entériner et faire l'investiture. Ben ouais. Voilà. Aujourd'hui, Yopougon est une de vos fiertés, on dira. Tout à fait. En termes d'installation de ligue. Yopougon, et Yopougon n'est pas la seule ligue. Il y a Koumassi, la zone Abidjan Sud, qui ont déjà installé des secteurs. Mais Yopougon en a 4. À savoir secteur 1, le complexe de Yopougon, Jesse Jackson, le secteur 2,
camp militaire, le secteur 3, Nyangon, et le secteur 4, Mikao. Ce sont ces présidents-là qui ont été investis samedi dernier. Au terme de la cérémonie d'investiture, plusieurs randonneurs se sont prononcés au micro de Aude Alegbe. Suivons. Au nom de M. le ministre Charles Dessous, féliciter la fêtière d'avoir organisé cette investiture et demander aux différents responsables que nous devons investir, M. le ministre, d'être courageux, facile et d'aider la fêtière, d'aider le ministère des Sports à sensibiliser, à mobiliser assez de pratiquants. Car aujourd'hui, vous le constatez, beaucoup de décès, un manque de sport. On a pensé à la création du secteur pour avoir plus de mobilisation. La mission qui est confiée aux chefs de secteur, c'est pour mobiliser les gens dans leur quartier, dans leur zone, pour qu'on soit nombreux à chaque fois qu'on a une randonnée. En fait, c'est pour mettre tout le monde au sport. Tout le monde, on veut mettre toute la population au sport. Parce qu'avec le sport, on a la santé. Avec le sport, la conclusion est parfaite. Donc je demande aux présidents du secteur de tout faire, mobiliser dans leur quartier, dans toutes les zones un peu cachées, pour que les gens viennent nombreux, non seulement à la Ligue de Yopougon, mais faire le sport aussi. Je suis très heureuse d'être dans la Ligue, avec la Ligue de Yopougon parce qu'elle est née le 5 décembre 2015 et aujourd'hui elle passe à une autre étape en créant les délégués des secteurs qui auront en charge de faire l'état de lieu de leur secteur, de donner une identité médicale aux membres de leur secteur, de créer encore des clubs dans leur secteur et aussi de créer une animation citoyenne dans leur secteur. C'est ça le sens des délégués du secteur. Et faciliter un peu la tâche au président de la Ligue pour que le président de la Ligue puisse donner l'information qu'il faut au moment où il faut à la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous. En tout cas, il bénéficie de la confiance de Madame la Présidente Essan-Marie Laure. Lui, c'est le président du comité d'organisation au niveau de la FIRAP, Monsieur Vianney. Jean-Marie, il est venu nous donner tous les détails sur cette rando verte et nous parler aussi de ces différentes ligues. Alors, Aimé Kéké, oui, on a quand même une question pour lui. Oui, alors je voudrais demander à Monsieur le Président du comité d'organisation. On le sait, la randonnée et la marche font partie des mœurs des Ivoiriens. Ouais. Mais comment avez-vous réussi? On a l'impression que c'est facile d'avoir réussi à fédérer aussi rapidement tout ce monde. Comment cela s'est fait? Alors, il faut compter sur le dynamisme de Madame la Présidente. D'accord. C'est une dame qui s'évertue à faire en sorte que la fédération fonctionne. Et je lui tire mon chapeau. Pour l'avoir côtoyée, j'ai vécu en direct tout ce qui s'est passé. Elle s'est investie en personne, en finances, en moyens matériels. Ça ne pouvait que marcher. Parce que jusqu'alors, on n'a pas eu quelqu'un pour nous dire « Attends, on va vous accompagner ». Non, il n'y en a pas. C'est sur fonds propres que nous fonctionnons jusqu'à maintenant. Mais son dynamisme a fait que nous avons pu faire tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous disais tantôt que nous avons 88 ligues installées à travers toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Pratiquement toutes les régions sont touchées. Mais il fallait une dame comme elle qui a d'abord la volonté et le dynamisme pour le faire. Donc, ça vient d'elle. Et donc, tout de suite, les populations adhèrent à vos différents programmes? Oui. En fait, l'Ivoirien était déjà marcheur, mais sans structure. Donc, nous sommes venus pour les mettre dans des structures institutionnalisées, les encadrer, leur donner des coachs formés, puisque nous avons déjà formé près de 150. C'est vrai qu'on le faisait de façon désordonnée. Voilà, de façon désordonnée, on se lève, on s'en va marcher. Mais non, nous sommes venus mettre des structures, envoyer des encadreurs formés par l'INJS. Alors, quand vous venez au sport, que vous avez avec vous quelqu'un qui vous fait faire les mouvements adaptés, surtout vous ne pouvez que revenir. Or, initialement, les gens font du sport, mais ils ne savent pas quel mouvement faire après avoir marché. Or, nous avons envoyé un nouveau style. C'est-à-dire que vous faites la marche, et puis après la marche, nous faisons ce que nous appelons le fitness, Zumba Party, avec beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Mais quand vous avez fini de faire ça, vous repartez satisfait. Mais quand vous êtes satisfait une fois, deux fois, vous faites venir votre voisin. C'est ce qui fait notre La FIRAP est en train de se positionner au plan national, comme le Maracana, on va dire. Oui, c'est l'apanage un peu de tout ce qui est discipline ivoirienne.
Voilà, puisque de plus en plus, on voyait les populations ivoiriennes se lever assez tôt le matin, 5h, 6h du mat, pour pratiquer la marche. Ben, il a fallu les organiser, il a fallu les professionnaliser. Et puis surtout, à la fin, quand il y a ces séances de fitness-là, avec du Zumba party, avec de la musique, tout et tout, ça rend encore plus convivial. Vous savez, il faut savoir appâter. Et je pense que c'est ce qui a été mis en avant, cette valeur sociale, cette valeur, je vais dire, de santé également, parce qu'après avoir fait 2, 3, 4, voire 10 km souvent, quand on rentre à la maison, on est beaucoup libéré de tout ce qui est toxines. Voilà, c'est ce qui est l'attrait aujourd'hui de cette randonnée pédestre-là, et chacun gagnerait à pratiquer au moins la marche une fois par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on manquera si on rate la rando verte? Si vous ratez la rando verte, vous manquerez d'oxygène d'abord. Et puis... Oui, parce que le banco, c'est une autre ambiance. C'est clair. Vous manquerez le sport en pleine nature. Vous manquerez d'oxygène, vous manquerez de convivialité. Parce que quand on se retrouve, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, on se fonde dans un melting pot qui ne dit pas son nom. Et c'est surtout l'histoire du banco qui sera racontée. Hein. Moi, j'y ai été 2 à 3 fois quand même. Il y a des arbres, il y a plein de choses, il y a une histoire. La mare aussi lure également. Vous savez que le commun des Abidjanais a peur d'aller au banco. Mais nous faites découvrir le banco dans son essence. C'est cela. Mais quand vous êtes parti, que vous êtes revenu, vous dites autre chose. C'est important. Voilà. C'est très, très important. Merci beaucoup à vous. Allez. Monsieur Jean-Marie Je voudrais juste recorriger le numéro d'appel. Le numéro alors Voilà, faites le 05 05 74 84 57. 05 05 74 84 57. Vous trouverez en ligne quelqu'un pour vous orienter par rapport à vos inscriptions. En tout cas, pour tous ceux qui souhaiteraient s'inscrire et participer à la Rando Verte, première édition, c'est le 13 novembre prochain. Il y aura donc la phase de présélection le 31 octobre, toujours au cœur du banco. Il faudra y participer. Les numéros, vous les connaissez. Parlons d'autre chose. Il s'agit du Noblard. Cette fois-ci, Abidjan va connaître une ambiance particulière. Et d'ailleurs, le boxeur italien Francesco Lesi a foulé le sol ivoirien dimanche dernier. À sa descente d'avion, il a promis faire vivre l'enfer à Youssouf Doumbia samedi soir au Palais des Sports de Treichville lors de la 2e édition du Choc des Titans. Moyabi était à sa descente d'avion. Accompagné de son entraîneur, le boxeur italien Francesco Lesi a foulé le sol ivoirien. Le boxeur italien n'a pas attendu longtemps pour lancer les hostilités. Dès sa descente d'avion, il a tenu à marquer son territoire. Surnommé le gladiateur libre, Lesi est âgé de 32 ans et compte au total 34 combats pour 14 victoires, 2 nuls et 18 défaites, soit un taux de 27% de victoire. Face à Youssouf Doumbia, il compte tout donner sur le ring. Il a fait beaucoup de combats avec les plus durs d'Europe, donc il n'a pas peur. Eux, ils vivent dans l'enfer. J'ai accepté ce combat parce que j'aime la boxe. Et je ne suis pas venu en Afrique surtout pour faire le clown, je suis venu pour gagner. Initiateur du projet, Ismaël Jimmy Traoré envisage de mettre tous les ingrédients pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan au niveau de la boxe. La boxe est en train de remontrer à son plus haut niveau. Croyant ça, c'est un nouveau projet, on va faire du beau. À partir, il y a beaucoup qui arrivent et la boxe est en train de monter comme ils arrivent de partout aujourd'hui. Parce que voilà, Abidjan, c'est Abidjan. Le combat aura lieu au Palais des Sports de Treichville à travers un show à l'américaine avec un lever de rideau, 4 combats amateurs et 2 combats professionnels. Mais en tout cas, la soirée du 2 octobre promet. Est-ce que Youss aura donc les ressources nécessaires parce que là, l'Italien semble être gonflé à bloc. Bon, on dira jamais 203. Il nous a fait de très bons combats, même si c'était serré, contre le Touareg et ensuite face à Abel. L'Argentin. Oui, l'Argentin. Je veux dire qu'il est... C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé, contrairement à son adversaire qui a boxé en juillet et en septembre, même s'il a perdu ces 2 combats, mais on va dire qu'il est en jambes. Son adversaire, Francesco Lesi, a un ratio plus de défaites, 19 défaites, seulement 14 victoires, 3 seulement par KO. C'est vrai que dans cette discipline de catégorie de super welter ou de léger, il n'y a pas assez de KO parce que c'est des athlètes assez fins. Mais attention, Francesco Lesi est en jambes, il est sûr de lui. Youss, il se prépare en France, il se prépare ici en Abidjan. Est-ce qu'il est en jambes? Là sera la véritable question. En tout cas, on attend beaucoup de lui. C'est lui désormais le porte-flambeau de la boxe
ivoirienne, Youss Labobolé. Voilà, donc face à un Italien tout feu tout flamme. Oui, on l'appelle Yo Labobolé et Youss The Problem. The Problem. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc oui, il est le détenteur de la ceinture IBA et qu'il a gagné en 2020, en décembre, ici au Palais de la Culture, au Parc des Sports. Et il va remettre ça face à l'Italien. À l'Italien qui a 32 ans, on l'a dit, il est né à Bari. Et Roméo le rappelait, il a 35 combats, même s'il ne les a pas tous remportés, mais c'est du costaud. Et là, il nous rappelle les soirées folles qu'on a vécues ici entre C.A. Robinson et Elisha Obed, entre Marie Konaté et d'autres boxeurs. Ce sont ces folles nuits-là qu'on a envie de revivre. Souvenez-vous qu'il y a encore plus longtemps, on a veillé pour regarder le combat de Mohamed Ali face à Joe Frazier, c'est ça? À Kinshasa, du côté de Kinshasa. Mais le combat là-bas, je peux vous dire que ce sont des moments d'extase. Ali Boumaï. Ali Boumaï. Ce sont des combats qui nous tiennent en haleine. Et nous, on attend d'aller voir ça, de le vivre ça en direct au Palais de la Culture. Et ça fait plaisir de voir cette montée, peut-être tout doucement, mais quand même une montée du noble art en Côte d'Ivoire. Le noble art qui est en train de prendre quand même certaines positions. Oui, vous savez, c'est vrai, on a coutume de dire que la boxe a été le sport favori du fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle, Félix Houphouët-Boigny, mais depuis lors, c'était un peu compliqué. Plusieurs présidents se sont succédés pour essayer de réveiller cela, mais je pense qu'avec l'investissement des opérateurs privés, parce que c'est ça la difficulté à la boxe, la fédération ne gère que les boxeurs amateurs. Pour qu'il y ait ces galas de boxe, il faut des investisseurs, il faut des promoteurs, il faut que les différentes ceintures s'intéressent à la destination Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire avec Yo Labobolé qui flambe parce qu'à lui tout seul, il est un spectacle. Rien qu'à regarder son entrée sur le ring, ce qu'il fait en dehors, quand vous allez regarder même ne serait-ce qu'à la pesée, les deux boxeurs qui se toisent, il y a ce jeu d'intimidation, c'est tout ça la boxe. Et puis, c'est un sport qui est vrai parce qu'une fois que vous êtes sur le ring, tout se décide sur le ring. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un promoteur qui met les moyens pour que Yo puisse avancer dans sa carrière. Là, c'est un autre plancher à franchir. Je pense qu'il est en condition. Il aura surtout tout le soutien de la Côte d'Ivoire, tout le soutien des Abobolais qui, à chaque fois, vont en masse du côté du Palais des Sports. On va avoir un beau combat et cela va permettre à ceux qui sont dans l'antichambre de croire en eux et d'accéder à la lumière. Alors, juste rectifier, Samuel, c'était plutôt Mohamed Ali contre George Foreman, qui est devenu pasteur juste après le combat. Mais ce qu'il faut dire à la suite de Roméo, c'est que pour ces combats de boxe, c'est vrai que les fédérations se succèdent, mais ce qui nous manque, c'est des matchmakers. C'est des organisateurs de matchs. Parce que je crois qu'ils sont différents de la fédération. Oui. Ce sont des gens qui sont là pour ça. Oui. Et donc, voilà, je crois qu'avec l'exemple que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est bien parti. Ah ouais, c'est important. En prélude à la Coupe d'Afrique de boxe thaïlandaise qui se tiendra en novembre en Égypte, au Caire, les athlètes de la Fédération ivoirienne de Muay Thai et disciplines assimilées ont été soumis à des examens en vue d'une sélection pour participer à cette CAN. Le dimanche 26 septembre, c'était à Port-Bouët en présence de Véronique Kona. Course à fond, gradin, jumping jack, endurance, cardio, réflexe sont les activités choisies pour meubler la séance de présélection. Pendant 4 heures, sous un soleil ardent, 20 athlètes ont mis en pratique ces exercices. Parmi eux, 2 athlètes seront retenus dans chaque catégorie, soit 9 athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire au plan africain. Des épreuves d'aptitude physique, psychologique et mentale ont mis fin à la séance de la journée. Nous sommes en présélection pour l'équipe nationale. Donc il faut qu'on fasse le test pour qu'on sache au moins les capacités de nos éléments. Actuellement, on sélectionne en masse. C'est-à-dire on prend 2. Maintenant, après, on prend une seule personne par catégorie. Ce n'est pas parce que je suis le champion que je suis déjà qualifié d'office. Non, il faut faire comme tous les autres, faire les étapes, suivre les étapes. Ne pas être sélectionné ne veut pas dire qu'on ne vaut rien. Voilà, ça veut dire que quelque part,
l'autre a été un peu plus meilleur que toi. Et donc, il faut redoubler d'efforts et puis revenir encore plus fort. Avant le championnat d'Afrique, un gala sera organisé le 15 octobre 2021 avec la participation de plusieurs pays dont 4 ont déjà confirmé leur présence. Alors, il faudra retenir également cette autre affaire, on dira. Donc, c'est la visite du COCAN à l'intérieur du pays. L'étape de San Pedro est celle qui nous intéresse à présent. Il faut le savoir, après Korogo, Boaké et Yamoussoukro, c'est San Pedro qui accueille toute la délégation du COCAN 2023. Le ministre Amichia et une forte délégation ont fait le tour des infrastructures. Le point avec Seydou Koulibaly. C'est par les terrains d'entraînement et précisément ceux du stade Auguste Denise que le ministre François-Albert Amichia a entamé sa visite des sites prévus pour la CAN 2023. Et le constat est amer. Comparativement aux sites des autres villes comme Korogo et Boaké, les travaux viennent à peine de commencer. Un terrain vague et boueux qui a été juste nettoyé et débarrassé des mauvaises herbes. Le constat est clair, rien n'a été fait sur cet espace de jeu. Le deuxième terrain, qui est l'ancien stade Auguste Denise, n'est pas mieux loti. Seul le déblayage du terrain est fait et quelques trous pour les caniveaux de drainage ont été creusés. Et là où les travaux devraient être à 90%, à peine 10% ont été réalisés. Pas de traces de vestiaires sur ces deux sites. Au lycée Yébart, le ministre Amichia est devant un tableau nettement meilleur avec les vestiaires sortis de terre et l'aire de jeu qui attend la mise en place du système de drainage. Même schéma au lycée professionnel. Des travaux à 20% seulement achevés alors qu'ils devraient être à 93% selon l'estimation du Bénet. Le grand stade, qui va abriter les matchs de compétition de la CAN 2023, est à lui estimé à 62% de taux d'avancement des travaux. La pose de la charpente métallique qui va supporter la toiture a démarré, tout comme les travaux qui préparent l'aire de jeu à la pose de la pelouse. Et le ministre Amichia est optimiste malgré les retards considérables constatés. Nous sommes en 2021. La compétition a lieu en 2023. Les entreprises et les superviseurs que sont le Bénet et l'ONS nous certifient qu'au cours du premier trimestre de l'année 2022, nous aurons les installations prêtes. Ce qui nous laissera le temps de faire les tests et de faire les ajustements nécessaires. Nous sommes dans une bonne évolution. Je sais que la question qui taraude les uns et les autres, c'est la pelouse. Mais là, vous savez, nous sommes en train de tirer les leçons des BIMP. Donc je peux rassurer les uns et les autres que ce sera un système approprié qui sera mis en place ici à San Pedro, comme il en sera de même à Yamoussoukro, à Boaké et à Korogo. Après le terrain, le ministre Amichia s'est rendu sur le chantier de l'hôpital général de San Pedro, une structure sanitaire qui offrira 120 lits, 3 blocs opératoires et qui sera prêt fin premier trimestre 2022. Le CHR, le centre de référence de toute la région, qui est en rénovation, a besoin d'un sérieux coup de lifting pour répondre à l'attente du cahier de charge de la CAF. Au village Cannes, le ministre Amichia a pu constater que les 32 villas de 5 pièces chacune sont en phase de finition. Le gros œuvre est achevé. Le patron du COCAN a aussi fait le tour de plusieurs sites hôteliers pour se rendre compte de la capacité d'accueil en termes d'hébergement de San Pedro. Et voilà donc, à l'instar des autres villes que sont Boaké, Yamoussoukro, Korogo, San Pedro semble être véritablement en retard. Roméo Koulibaly. Avant même de signifier ce retard, je voudrais sincèrement féliciter l'initiative du président du COCAN d'aller toucher du doigt les véritables réalités. Et je pense que cette visite de terrain lui a fait prendre la véritable mesure de la tâche à accomplir. Et on le voit dans son discours d'apaisement que les leçons ont été tirées. Quand on nous rassure que la pelouse des BIMP, effectivement, des mesures sont en train d'être prises pour que les autres pelouses ne ressemblent pas à celles des BIMP. Rien que là, seulement, moi, je pourrais dire que cette visite-là est réussie. Maintenant, pour le retard constaté dans les travaux, c'est des retards qui peuvent se combler, surtout avec l'implication du président du COCAN, avec l'implication des superviseurs que sont le BNET et l'ONS. Il faut talonner ces entreprises-là en charge de ces travaux pour qu'effectivement les délais supplémentaires qui ont été accordés, puisque les infrastructures devaient être livrées d'ici la fin de l'année, on a prolongé jusqu'au premier trimestre 2022. On ose espérer qu'à cette date-là, on sera fin prêt pour faire les tests,
pour faire les ajustements, pour préparer cette messe du football en Côte d'Ivoire. En tout cas, un bon diplomate, hein, il a accepté ce délai, on dirait ce décalage du délai et voudrait bien rassurer, mais il y a le lieu donc de mettre la pression. Oui, mais lui, au-delà de la simple visite, c'est qu'il nous met au même niveau d'information que tout le monde. Exactement. Voilà, on sait à quel niveau sont désormais les travaux, qu'on n'avait pas vus et que c'est des délais bien précis qui ont été déterminés et qui sont fixés. Et les gens qui sont à l'œuvre, les maîtres d'œuvre doivent s'évertuer à livrer les stades et toutes les infrastructures. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui les regarde. Dans les délais précis. Exactement. Dans les délais. Et moi, ça me réconforte de voir que le ministre-président continue d'investir tous les sites pour pouvoir nous donner les informations. Et puis, deuxièmement, sur ce qu'on a vu là, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Parce que c'est vrai qu'il y a de grosses œuvres, mais... Être à 10% alors qu'on doit être à 90%... Oui, mais bon, toujours est-il que tout ce qu'on leur demande, c'est d'être dans le délai. C'est ça. Ils ont pris l'engagement d'être dans les délais, sinon la CAN ne pourra pas s'organiser. On va les juger donc à l'œuvre. À l'œuvre. Et moi, je pense qu'il faut patienter, il faut les regarder à l'œuvre. Il faut patienter, il faut les regarder, mais on dira que les réalités ne sont pas les mêmes dans les différentes villes. San Pedro, quand même, en termes d'infrastructures hôtelières, est mieux loti que les autres villes. A contrario, là où dans les autres villes, les cités Cannes peinent à sortir de terre, je pense que l'entreprise en charge de cette cité Cannes-là à San Pedro a pris le taureau par les cornes. Ils sont pratiquement à la phase de finition dans les différentes villas. On a vu les bâtisses déjà montées, la peinture, l'aménagement intérieur qui est en train de suivre. Là, ils seront prêts. Et puis, San Pedro, c'est quand même une ville balnéaire qui a quand même des réceptifs hôteliers d'une certaine qualité, puisque nous avons le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire à travers le port autonome de San Pedro. C'est une ville donc qui est habituée à recevoir du personnel étranger. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait véritablement péril en la demeure. Là où il faudra vraiment cravacher dur au niveau du service sanitaire, au niveau des infrastructures routières, la route et bien sûr l'aéroport, et puis surtout les infrastructures sportives. Véritablement, là est le chantier. Sinon, au niveau de l'hôtellerie, je pense que San Pedro est assez bien loti. Le fait de toucher justement les réalités du doigt permet donc de faire accélérer les choses. D'ailleurs, nous retournons à San Pedro où Seydou Koulibaly a pu recueillir quelques réactions pour nous. Les travaux aujourd'hui se situent à 62%. Au niveau du stade principal, ce qui reste à faire comme activité, il y a la charpente à achever qui est beaucoup avancée. Il y a tous les travaux de VRD à achever qu'on a aussi commencé. Il y a tout ce qui est aménagement de finition, notamment la pose des sièges, la pose des appareillages en plomberie, en électricité, en climatisation. Donc c'est tout ce lot d'activités-là qui reste en fait. Au village Cannes, c'est principalement les activités de VRD. Donc la voirie, les réseaux divers, donc juste les équipements à poser pour les villas. Le carrelage, la peinture, tous ces éléments-là sont en cours et presque achevés. On a eu déjà des défaillances à Ebempe, comme le ministre l'a dit. Ce sont des choses qui vont nous servir de leçons, au COCAN, pour pouvoir mettre en place des dispositions pour nous mettre des pelouses vraiment acceptables, adaptables à notre climat, pour que vraiment la fête soit belle. Parce qu'il ne faut pas penser à 2023 uniquement, il faut penser à l'après 2023. Parce qu'après 2023, ces terrains seront mis à disposition pour des clubs. Il faudra entretenir. Et si on n'a pas de bonnes pelouses, après 2023, on sera obligé peut-être de laisser encore ces terrains-là et chercher à faire autre chose encore. San Pedro est très très en retard, surtout au niveau des terrains même déjà d'entraînement. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Et quand on pose la question, ils ont dit 6 mois. Mais moi, je ne suis pas très sûr, mais bon, ce serait bien qu'ils nous fassent une belle surprise. Mais en 6 mois, ce qu'on a vu, ça va être un peu difficile. Donc il y a un gros retard. Donc j'espère que ils vont tout faire pour qu'on puisse être dans les temps. Parce qu'il faut livrer 6 mois avant la CAN. Ah ouais, ce sont les réalités et voilà, donc la chose qui doit être intéressante, c'est de ne pas avoir la langue de bois.
C'est de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, les structures telles que voilà, celles qui suivent les travaux au nom de l'État de Côte d'Ivoire doivent véritablement faire leur travail. Absolument. Et je suis heureux de voir que à chaque déplacement du président de COCAN, il y a des remarques importantes qui sont faites. Voyez-vous, là, à San Pedro, je ne veux pas qu'on mette la pression pour mettre la pression. Et le constat est clair. Oui, le constat est clair, mais ils ont le devoir de finir dans le temps. Ils vont finir. Je suis convaincu qu'ils vont finir. Mais qui ne nous donnent pas aussi... non, ils ne vont pas vous donner des œuvres inachevées. Exactement, voilà. C'est ce que nous demandons. Moi, ma préoccupation... Parce que Daoula Sina l'a dit, hein, et c'est ce qui est clair. Il ne faut pas se limiter à 2023, donc offrir des infrastructures qui vont juste être utilisables pour 2023 et l'après. Non, ça m'étonnerait. Moi, je n'ai pas d'inquiétude au niveau des infrastructures sportives. Là, le gros œuvre, c'est, comment vous appelez le tronçon Abidjan, la côtière. Oui. La côtière. Les travaux ont été lancés d'ailleurs par le ministre. Ça, c'est important. À l'intérieur de San Pedro, les 28 km de San Pedro, le bitume à l'intérieur, ça également, c'est important. Le matériel hospitalier à installer, ce sont des choses importantes. Le CHR a réhabilité totalement. Pour mettre aux normes. C'est ça, ce sont des choses pour moi aussi importantes que les infrastructures sportives. Donc, une fois la part des choses faites, il ne faut pas se mettre la pression inutilement. Non, mais il faut se mettre la pression. Déjà, non. Excusez-nous de ne pas partager cet avis. Oui, mais c'est votre avis. Sur San Pedro, il faut se mettre la pression. Mettre la pression pour ne pas avoir des œuvres de qualité, ce n'est pas bon. Mais oui. Non, mais pour l'investissement quand même qui va être... Voilà, à laisser ce relâchement aussi, on risque de ne pas être prêt du tout. Quand vous avez des normes de finition qui sont à 10%, alors que vous deviez être à 93%, vous avez plus de 83 points. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on ne nous dit pas ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas dans le sein des saints, voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le terme pourrait choquer, mais c'est aberrant ce retard. C'est difficile. C'est difficile de justifier ce retard. Maintenant, ce retard, il est constaté. On va mettre les moyens, surtout que nous sommes dans une zone hyper forestière. On a vu que pratiquement tous les chantiers étaient boueux ou trempés et détrempés par l'eau. Donc, il faut accélérer. Mais on accélère comment? Quand, le climat ne permet pas qu'on puisse travailler. On pourra nous dire qu'effectivement, le climat a sans doute freiné l'avancée des travaux. La Covid aussi a le dos large. On mettra cela sur la Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons des entreprises qui suivent le déroulé de ces travaux, qui font sans doute des rapports qui remontent à la hiérarchie. Je ne m'explique pas pourquoi on le constate maintenant. Ben bon, on va dire qu'il n'est jamais trop tard. Heureusement, cette visite du ministre Samuel et Roméo, sans vouloir vous interrompre, ce n'est pas la même société qui construit le terrain de... C'est sûr. Oui, c'est plusieurs sociétés. Ce sont plusieurs sociétés. Elles sont indépendantes. Pourquoi les autres chantiers sont avancés à 90% et à San Pedro, on est à 10%. C'est la question que je me pose. Justement, c'est la même question qu'on se pose. Faut-il continuer alors avec cette société? C'est la même question qu'on se pose. Il faut prendre ses responsabilités. D'accord. C'est tout. En tout cas, je pense que le président du COCAN va remonter l'information obligatoirement. À qui de droit, et puis, comme on a coutume de le dire, la tortue s'est avancée surtout quand elle a du feu au derrière. Ouais. Attendons de voir. Ouvrons à présent la page internationale. Ça bouge au niveau de la Première Ligue anglaise. D'ailleurs, la 6e journée de cette Première Ligue a pris fin hier avec le match entre Crystal Palace et Brighton. Il faut le savoir, c'est une journée qui a été marquée surtout par la victoire d'Arsenal contre Tottenham. Le point complet avec Esso Jean-Silver. Arsenal va mieux après un début de saison difficile. Les Gunners ont remporté le derby de Londres en dominant en une mi-temps Tottenham. La première sensation du match est cette action de Saka qui a l'intelligence de trouver dans la surface Emile Smith à la 12e minute. Les joueurs de Mikel Arteta sont inarrêtables. 27e minute, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, d'un bon geste technique, lance Emile Smith avant d'être à la conclusion de ce joli mouvement. Deuxième but en 5 apparitions pour Aubameyang. Les Spurs sont dans le dur et concèdent un 3e but signé Saka. L'unique but de Tottenham est inscrit par le Sud-Coréen Son à la 79e minute.
Troisième victoire d'affilée pour Arsenal qui grimpe à la 10e place devant son adversaire du jour. En clôture de cette journée, Crystal Palace a partagé les points avec Brighton. C'est dans les minutes additionnelles de la première mi-temps que les Eagles ouvrent le score sur pénalty grâce à l'Ivoirien Wilfried Zaha. Deuxième but de la saison en 6 matchs pour l'attaquant des éléphants. Alors que Crystal Palace croyait à sa deuxième victoire de la saison, Neil Maupay à la 95e minute d'un l'aube refroidit les supporters de Crystal Palace. Palace occupe avec ce nul le 15e rang avec 6 points à cette longueur de Brighton, actuel 6e. Et messieurs, nous allons d'ailleurs revenir sur ce match. Crystal Palace-Brighton, quand même, après avoir fourni autant d'efforts, comment relâcher vers la fin et se prendre pratiquement ce but dans les derniers instants? Oui, alors que Crystal Palace pensait pouvoir gagner ce match, oui, vraiment. Sur un mauvais dégagement de ce gardien qu'on appelle Vicente Nyaita, qui relance le ballon dans le pied de l'adversaire, directement sur l'adversaire, là où il ne faut pas le faire, dans l'axe et sur l'adversaire, eh bien, il se faut rattraper 1-1. Résultat, Crystal Palace fait le plus mauvais résultat de cette journée. Il est carrément fautif, hein, le gardien, sur ce coup-là. Bon, on est à la positionnement très avancé, mauvais dégagement. Minute, il choisit une mauvaise surface pour dégager le ballon. Le ballon échoue pratiquement juste après le milieu de terrain. Renvoi automatique. La défense est prise. Lui aussi, il est avancé parce qu'il ne s'attend pas à ce que le ballon lui revienne. Et puis, vous avez l'instinct de buteur de Neil Maupay qui n'a qu'à l'ajuster d'un petit lobe. Et puis, il ruine ainsi tous les efforts de ses coéquipiers qui, certes, ont été dominés dans le jeu par Brighton, domination stérile. Mais Crystal Palace a usé de ses forces avec Hudson-Odoi devant, avec Zaha, Ayou, Benteke qui a été mis au repos, préféré à Hudson-Odoi. Il y a eu le penalty concrétisé par Wilfried Zaha. Et puis, juste après, ils ont subi le match. Et quand vous subissez trop, à la fin, vous finissez par payer. C'est cela, à la fin, vous finissez par payer. De l'autre côté, Arsenal a mené la bonne opération donc, de cette 6e journée. 3-1 face à Tottenham. Qui l'eût cru? Mekeke. On va dire que les garçons se sont réinventés et c'est véritablement une bonne chose parce que ce derby du nord de Londres a été remporté par Arsenal. Oui, dans ce 190e derby, Arsenal a pris les rênes, le contrôle du match, alors que Tottenham, cette équipe de Tottenham était vraiment amorphe, sans répondant du tout. À quelques minutes déjà, à la reprise de la deuxième mi-temps, Arsenal menait déjà 3-0. Ouais. La différence était déjà faite. Et donc, voilà, ils ont tranquillement géré la fin du match, malgré le but de Son, qui fait 3-1. Mais la bonne affaire aussi, c'est celle de Arsenal. Ouais. C'est 3-1 quand même et 3 victoires consécutives pour Arsenal. Est-ce qu'on peut parler de réveil de ce club? Les Gunners nous ont appris qu'avec eux, il ne faut pas s'enflammer. C'était un derby de Londres, c'était 2 équipes mitoyennes au classement. Arsenal 10e, Tottenham 11e au terme de cette journée-là. Il faut dire que devant, ça a payé. Saka avec Aubameyang en pointe parce qu'Arteta a joué avec un 4-2-3-1. Nicolas Pepe est resté sur le banc. Partey, je pense, a recommencé à être le patron qu'il est au milieu de terrain. Il a donc réussi à stabiliser le jeu. Et puis le Norvégien Heidegger assume son poste de meneur de jeu. Et puis quand vous avez Aubameyang qui est précis devant les buts, vous avez Smith Rowe qui sait se placer, qui sait prendre la profondeur, Saka percutant sur son côté. Et puis vous avez une équipe de Arsenal qui est retrouvée. Ça fait 3 victoires successives. Il jouait contre une équipe de Tottenham qui est en rodage parce qu'avec Espirito Santos qui vient de prendre les rênes des Spurs, la mayonnaise n'a pas encore prise, aligné en 4-3-3 par Harry Kane, Son. On n'a pas reconnu Harry Kane. Oui, surtout au milieu de terrain. Au milieu de terrain, vous avez Teddy Dombele qui a été aligné. Le milieu de terrain était beaucoup plus offensif que défensif. Donc, il y avait une cassure parmi les joueurs d'Arsenal, de Tottenham. Cassure, bien sûr, occupée par les joueurs d'Arsenal, d'Arteta, qui ont su prendre la profondeur, qui ont su avoir des jeux de transition rapidement se porter vers l'avant. Ça nous a donné 3-1. 3 victoires successives. Attendons de voir parce qu'avec Arsenal, pendant que vous pensez que tout va bien, et souvent patatras, on retombe dans les travers. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on les a trouvés quand même un peu plus disciplinés. Ils étaient séduisants à voir, avec un certain Gabonais plus en vogue, on dira. Oui, donc globalement, il leur a manqué
il leur a manqué à ses coéquipiers depuis la reprise de ce championnat. Ouais. Il était absent et son retour fait du bien, même s'il n'est pas encore particulièrement déterminant. On sent que son retour fait du bien à cette équipe. À l'image de sa célébration, juste après le but, Pierre-Emerick Aubameyang, en patron dans cette équipe. C'était cela aussi une chose de fait? Oui, l'année dernière, il devait partir, mais il a décidé de rester à Arsenal. Il a dit, il veut être également une icône comme Thierry Henry. Et quand vous regardez la célébration de son but, il rend hommage à Thierry Henry qui était dans les travaux de l'Emirates pour tout simplement dire que tu as un successeur sur le terrain. Et Pierre-Emerick Aubameyang, il a besoin de cela pour être également performant en équipe nationale. N'oublions pas qu'il joue également sur ce tableau. Et là, Miguel Arteta a retrouvé son attaquant. La preuve, Pépé et Lacazette ont ciré le banc. Si l'osmose est trouvée sur le terrain avec les Baby Gunners, comme on a l'habitude de les appeler, on va avoir une très bonne fin de saison pour les Gunners d'Arsenal, mais pour l'instant, au moins, ils sont dans la première moitié du classement. Ce qui est bien à dire, et d'ailleurs on l'a découvert, c'est que les Baby Gunners ont été quand même bien dans ce match et il y a eu une belle, on dira, entente entre les jeunes et les anciens pour créer cette victoire d'Arsenal. 3 victoires successives pour l'instant. Ce sont les Gunners qui sont en train de retrouver le goût et le plaisir de gagner. Merci beaucoup à vous, messieurs. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. J'ai été très, très heureux d'être en votre compagnie. Plaisir partagé, Samuel. À très, très bientôt pour un autre JDS. Demain, ce sera donc l'affaire de Anne-Marie Nguessan de vous donner les à côté, on dira, des informations sportives d'ici et d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.